Je préfère une voix qui tremble à une voix qui se pavane. La phrase tomba un soir de Paris, comme une sentence douce mais implacable. Juliette Gréco avait alors 88 ans. Silhouette noire, regard habité, elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait traversé Saint-Germain-des-Prés comme on traverse un siècle entre les volutes de cigarettes froides, les caves enfumées, les poètes qui réinventaient le monde et les jazzmen qui dissipaient la nuit avec un souffle de cuivre. À ce moment crépusculaire de sa vie, la chanteuse savait que le temps ne lui offrait plus d'illusions. Elle avait aimé perdu combattu, et au fil des décennies, la politesse des débuts s'était muée en lucidité. Pour elle, chanter n'avait jamais été un exercice de style, ni une prouesse technique. C'était un pacte silencieux avec le public, un risque assumé, une vérité fragile arrachée à l'ombre. Tout ce qui sonnait comme parade, tout ce qui cherchait les faits, lui paraissait suspect. Son existence ressemblait à une scène vide au petit matin, où ne demeure que l'odeur du bois, la poussière de lumière et la mémoire d'un souffle. Elle savait écouter, elle savait attendre, elle savait aussi reconnaître la sincérité ou le faux éclat d'une voix. À travers son long parcours, elle avait rencontré des artistes immenses, admiré certains aimés d'autres, mais il y avait aussi ceux qu'elle ne pouvait pas supporter, non pas par haine personnelle, mais parce que selon elle, ils avaient trahi la chanson en la réduisant au spectacle, en étouffant l'âme sous les artifices. Ce soir-là, dans un murmure sans colère, Juliette Gréco accepta de les nommer. 5 hommes, 5 voix, 5 manières d'imposer le vacarme là où elle réclamait le silence. C'était pas une liste noire, mais une profession de foi, une confession ultime. Numéro 1, Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, pour le grand public, il fut l'un des visages les plus éclatants de la chanson française. Sa voix ardente, ses gestes amples, son énergie inépuisable, faisaient de lui un orage permanent, une déflagration maîtrisée qui transformait chaque scène en champ de bataille lumineux. Quand il apparaissait, il n'entrait pas dans une pièce, il emplissait de part en part comme si les murs eux-mêmes devaient céder à sa présence. Juliette Gréco, elle se tenait en retrait observant de biais, comme on contemple un feu d'artifice fasciné par la puissance, mais déjà lasse de tant d'éclat. Leur première rencontre eut lieu au tout début des années 60 dans les coulisses d'un grand gala parisien. Bécaud foulard, impeccablement noué, répétait devant un miroir ses gestes larges réglés au millimètre. Juliette, silencieuse immobile, une cigarette entre les doigts, attendait son tour. Lorsqu'il se tourna vers elle pour engager la conversation, sa voix jaillit avec la même intensité que dans ses refrains rapides, expansives, presque assourdissantes. Juliette répondit par politesse, mais ressentit immédiatement ce décalage. Chez lui, tout semblait occupé, saturé. Aucune place n'était laissée au hasard ni au silence. Ce n'était pas le talent qu'elle contestait, elle le reconnaissait sans détour. Bécaud avait cette rare capacité de galvaniser une salle entière, de faire battre des milliers de cœurs à l'unisson, mais pour elle, ce don se retournait contre l'essentiel, il chantait comme on se bat pour être applaudi. L'émotion, croyait-elle, devait surgir à l'improviste comme une vérité fragile. Chez lui, elle devinait la mécanique bien huilée, l'orchestre d'artifice destiné à captiver. Tout semblait prévu, orchestré jusqu'au dernier souffle. Un soir, ils se retrouvaient réunis sur un plateau de télévision. Elle chanta d'abord sobre tendu, presque murmurée, comme si chaque mot risquait de se briser dans l'air. Puis ce fut à son tour, Bécaud bondit sur scène, frappa dans ses mains, entraîna le public comme un chef d'armée galvanise ses troupes. L'ovation fut immédiate, bruyante, éclatante. Derrière le rideau, Juliette, presque pour elle-même, murmura « Ce n'est pas la chanson qui triomphe, c'est le spectacle ». Ils ne collaborèrent jamais, non par hostilité mais par lucidité. Elle savait qu'ils appartenaient à 2 mondes étrangers, l'un à l'autre 2 continents, séparés par un océan invisible. Lui, avide du tumulte, avait besoin du bruit. Elle, fidèle à sa quête, cherchait le silence. Dans une interview ultérieure, elle formula ce contraste avec une netteté glaciale. Il avait besoin du bruit, moi du silence. À partir de ce jour, ils ne se regardèrent plus jamais de la même manière. Une distance subtile, irrévocable s'était installée. Pour Juliette, l'éclat de Bécaud, ses feux de scène, ses gestes tonitruants, n'était qu'un voile jeté sur la fragilité qu'elle voulait préserver. Et tout se résumait à une conclusion implacable, presque funèbre. Il voulait conquérir, je voulais toucher. Nous ne marcherons jamais sur le même rivage. Numéro 2. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Pour des millions de Français, il fut une légende vivante, le souffle électrique d'une génération qui voulait se libérer de ses chaînes. Ses refrains rugissaient comme des orages, ses guitares crachaient des éclairs, et chaque apparition transformait la scène en tempête de lumière. On l'appelait l'idole des jeunes, et ce surnom, il le porta comme une armure brillante, mais pour Juliette Gréco, il resta toujours une énigme, une force indomptée, dont elle percevait surtout l'excès, jamais la vérité nue.
Leur première rencontre se déroula à la fin des années 60 dans un couloir de studio, lui blouson de cuir noir sourire, insolent déjà entouré d'admirateurs qui riaient trop fort. Elle robe noire silhouette grave, avançant comme une ombre discrète au milieu du tumulte. Johnny possédait ce magnétisme animal qui attirait instantanément tous les regards, cette manière de parler comme s'il chantait déjà. Juliette, distante, observait et son intuition lui soufflait que tout cela ressemblait moins à une rencontre qu'à une parade. Un plateau télé confirma bientôt son sentiment. Depuis les coulisses, elle vit Johnny se jeter sur scène comme un fauve. Les projecteurs éclataient en plein visage, la fumée artificielle enveloppait le décor et sa voix puissante couvrait tout comme s'il devait lutter contre le silence lui-même. Le public était en transe, mais Juliette, elle guettait autre chose, le murmure fragile d'accident qui fait naître l'émotion. Ce soir-là, elle n'entendit que la volonté d'impressionner. Il chantait comme on se cache derrière le bruit, écrira-t-elle plus tard dans un carnet comme un constat douloureux. Leur unique échange un peu direct eut lieu dans une loge après une émission. Johnny, amusé par son sérieux, lui lança avec ironie « Vous devriez faire du rock, ça réveillerait vos chansons ». Juliette ne leva même pas les yeux. D'une voix calme, elle répondit « Et vous devriez essayer le silence. Ça réveillerait votre vérité ». Entre eux, rien ne fut jamais hostile. Les politesses furent respectées, les sourires échangés. Mais la distance demeura intangible comme deux lignes parallèles refusant de se croiser. Juliette admirait chez lui une endurance physique hors du commun, une dévotion totale à son public, la générosité d'un homme qui donnait chaque soir tout ce qu'il avait. Mais elle ne supportait pas ce besoin incessant de remplir chaque seconde de gestes de cris d'éclat. Lui vivait pour l'ivresse de la foule, elle pour le partage du silence. Ils ne remontèrent jamais sur la même affiche. Aucun pont ne fut jamais construit entre leurs univers. Juliette, lucide, formula la conclusion en une phrase simple et tranchante, comme une vérité qu'on ne discute pas. Il voulait la foule. Moi, je voulais l'âme. Numéro 3, Michel Sardou. Avec Michel Sardou, la confrontation n'était pas une affaire de style ou de technique. C'était une question de regard sur le monde, une divergence philosophique presque politique. Juliette Gréco, façonnée par l'effervescence de Saint-Germain-des-Prés, nourrie de poésie, de jazz et de liberté, ne pouvait ignorer certaines paroles tranchantes, certaines prises de position publique de Sardou. Pour elle, elles claquaient comme des portes qu'on ferme, brutalement, laissant l'air se raréfier dans la pièce. Ils se croisèrent à plusieurs reprises dans les années 70, lors d'émissions de variété où se côtoyaient les figures majeures de la chanson française. Sardou arrivait toujours impeccable, costume ajusté, voix assurée, gestes précis, comme des coups de scalpel. Chaque mot semblait peser calculé pour convaincre. Juliette, en retrait, observait ce déploiement de maîtrise. Elle écoutait attentivement, mais au fond d'elle, elle percevait un décalage profond. C'était pas seulement deux conceptions de la chanson, c'était deux manières opposées d'habiter le langage. Un soir, après un enregistrement télévisé, une discussion s'engagea autour d'une table de loge. On parlait de l'engagement des artistes, de la responsabilité des mots. Sardou, fidèle à sa conviction, affirmait que la chanson devait refléter la vérité telle qu'on la voit, même si elle bouscule, même si elle dérange. Juliette, d'une voix posée, répliqua « Ce n'est pas déranger qui est difficile, c'est caresser la vérité jusqu'à ce qu'elle se révèle ». Elle reconnaissait sans mal la puissance vocale de Sardou, sa discipline implacable, la rigueur presque militaire de son métier. Mais ce qu'elle ne pouvait supporter, c'était cette frontalité sèche, cette manière de dresser des certitudes comme des murs infranchissables. Il posait ses vérités comme des murs. Moi, je les voulais comme des fenêtres, confiera-t-elle plus tard dans un entretien. Jamais leur désaccord ne devint public, mais ils flottaient dans l'air chaque fois qu'ils se retrouvaient sur un même plateau. Sardou incarnait une France solide, affirmée, presque autoritaire. Gréco portait une France questionneuse, hésitante, poétique. Entre ces deux visions du monde, il n'y eut jamais d'alliance possible. Après leur rare rencontre, Juliette avait coutume de dire à ses proches qu'il n'y avait rien à réparer entre eux, car rien ne s'était brisé. Simplement, ils ne marchaient pas sur la même route. Sardou, sûr de sa voix, avançait droit convaincu. Elle, habitée par le doute fécond, cherchait dans l'ombre des nuances que lui refusaient. Et ce fossé invisible aux yeux du public resta pour elle infranchissable. La sentence glaciale, mais lucide, résonne encore. Comme un écho, il bâtissait des murailles. Moi, je cherchais des fenêtres. Numéro 4, Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour, l'histoire fut plus subtile, plus nuancée, presque douloureuse à définir. Juliette Gréco l'admirait profondément. Elle voyait en lui l'un des artisans les plus exigeants de la chanson française, un homme qui polissait ses textes comme on taille un diamant, avec patience, rigueur et obsession. Mais derrière cette admiration sincère se nichait une gêne, une distance qu'elle n'a jamais su combler.
Leur première rencontre remonte aux années 50 dans un cabaret enfumé de la rive gauche. Aznavour, encore jeune, mais déjà sûr de sa voix, répétait inlassablement, corrigeant chaque inflexion, chaque respiration, comme si chaque détail devait obéir à une architecture invisible. Juliette, installée au fond de la salle, l'observait. Elle respectait cette rigueur acharnée, mais y percevait aussi une volonté de contrôle absolu, une lutte constante contre l'imprévu. Pour elle, la chanson devait respirer, s'ouvrir au hasard, accueillir la fragilité. Chez Aznavour, elle voyait une perfection qui parfois étouffait le souffle vivant de l'instant. Au fil des années, leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises plateaux, télévisés, hommages, concerts collectifs. Aznavour arrivait toujours élégant, précis, méthodique. Il avait un plan pour chaque note, chaque silence, chaque respiration. Juliette, elle se laissait glisser dans l'inconnu, acceptant que l'émotion surgisse d'une faille d'un mot qui tremble. Un soir dans les coulisses, il lui déclara avec sérieux « Sur scène, rien ne doit être laissé au hasard ». Elle lui répondit presque dans un souffle « C'est dans le hasard que j'entends le cœur battre ». Ce n'était pas un affront ni même un reproche, mais une confession intime. Et pourtant, cette divergence de vision ne les quitta jamais. Lui voulait tout maîtriser, elle voulait tout sentir. Deux démarches, deux philosophies irréconciliables malgré le respect mutuel. Juliette ne cessa jamais de le saluer pour son immense talent. Mais ce qu'elle ne pouvait supporter, c'était cette obsession de transformer chaque émotion en structure parfaite, comme si le sentiment devait être emprisonné dans une cage dorée. Pour elle, la chanson devait rester un espace d'abandon, une chambre obscure, où l'imprévu a le droit d'entrer. Aznavour lui construisait des cathédrales de son. Elle cherchait un souffle qui tremble une vérité fragile qui survit aux fissures. Leur dernier face, Ibieux, face se produisit lors d'un hommage télévisé. Aznavour parla longuement de son métier, de la discipline nécessaire, de la rigueur de l'artisan. Juliette écouta, sourit à demi, puis glissa à l'oreille d'un proche. Il sait tout faire, sauf se perdre. Ce constat, à la fois tendre et cruel, résumait leur relation, une admiration indéniable, mais une distance impossible à combler. Numéro 5. Claude François. Claude François. Pour des millions de spectateurs, il fut l'explosion permanente, costumes scintillants, chorégraphie millimétrée, refrain calibré pour enflammer les foules. Il incarnait l'énergie pure, la modernité clinquante, le spectacle total. La France entière dansait sur ses chansons, comme on cède, à un tourbillon irrésistible. Mais pour Juliette Gréco, il représentait tout ce qu'elle ne cherchait pas. Là où elle réclamait l'ombre, lui offrait l'éclat. Là où elle attendait le murmure, il imposait le vacarme joyeux. Leur unique vraie rencontre se produisit dans les coulisses d'une grande émission de variété. Claude, déjà entouré de ses danseuses, de ses techniciens, réglait chaque détail, le pli du costume, l'angle de lumière, le geste chorégraphié jusqu'au bout des doigts. Juliette, en retrait, l'observait comme on regarde un horloger obsessionnel. Elle reconnaissait sans mal l'artisan acharné, mais ce qu'elle voyait surtout, c'était un homme qui ne laissait aucune place au hasard. Pendant l'enregistrement, elle le vit répéter le même mouvement des dizaines de fois jusqu'à ce que tout corresponde exactement à ce qu'il avait imaginé. Cette perfection mécanique la troublait. Pour elle, la scène devait respirer, accueillir l'imprévu, l'accident, ce frisson qui échappe au plan. Claude, au contraire, semblait vouloir enfermer chaque seconde dans un écrin de contrôle absolu, comme si la vie elle-même devait plier devant la chorégraphie. Après la diffusion, un journaliste lui demanda ce qu'elle pensait de Clo-Clo. Juliette répondit simplement « Il faisait danser la France, moi je cherche ceux qui la font réfléchir ». Ce n'était pas de la condescendance, encore moins du mépris, c'était une autre idée de l'art. Lui vendait des éclats de lumière, elle voulait des ombres qui parlent. Claude François donnait à des millions de gens une joie immédiate, une ivresse collective. Mais Juliette ne pouvait se perdre dans ce monde où chaque battement de cœur semblait programmé, chorégraphié, réglé comme un mécanisme. Ils ne se recroisèrent presque plus. Deux univers trop éloignés pour dialoguer, l'un brûlait dans l'éclat des projecteurs, l'autre se retirait dans le clair-obscur. Pourtant, elle ne niait jamais ce qu'il apportait aux autres. Elle savait que son public avait besoin de lui, de cette énergie qui soulevait les foules. Mais elle profondément cherchait autre chose, la vérité fragile qui naît du silence, pas l'ivresse immédiate des lumières. Dans un carnet, elle écrivit un jour cette phrase, comme une épitaphe, pour leur rencontre manquée, il faisait danser la France, moi je voulais des voix qui la font trembler. Juliette Gréco n'a jamais dressé de liste pour condamner ou pour effacer. Elle n'a jamais cherché à salir les noms de ceux qu'elle évoquait. Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Michel, Sardou Charles, Aznavour, Claude François, ils avaient chacun leur public, chacun leur lumière, chacun leur rôle dans l'histoire de la chanson française. Mais à ses yeux, ils portaient en eux quelque chose d'incompatible avec sa propre vérité. Pour elle, chanter n'avait rien à voir avec séduire, ni avec remplir le vide,
par des gestes ou des artifices. C'était habiter un silence, l'accepter, oser le prolonger, jusqu'à ce qu'une vérité fragile apparaisse. Elle savait que cette vérité était rare, presque invisible, et que beaucoup préféraient l'éclat immédiat au murmure persistant. Elle pourtant avait choisi le murmure. Elle ne les a pas haïs, elle ne les a pas méprisés. Elle constatait simplement qu'ils n'avaient jamais regardé la chanson depuis le même rivage qu'elle. Ils cherchaient l'ovation, elle cherchait l'émotion nue. Ils bâtissaient des cathédrales de son, elle voulait une fissure où le cœur pouvait s'engouffrer. On ne choisit pas les voix qui nous touchent, confia-t-elle un jour, mais on se souvient toujours de celles qu'on n'a jamais pu écouter jusqu'au bout, et peut être qu'il valait mieux ainsi, aucun affront public, aucune querelle bruyante. Rien qu'un silence persistant plus fort parfois que les mots. Dans ce silence, Gréco avait inscrit sa vérité. Elle savait au fond qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer davantage. Parce qu'au bout du compte, le silence était déjà une réponse.